Dans les premières heures de ce matin-là, alors que l'obscurité s'accrochait encore au bord de l'horizon, le pont d'envol du porte-avions américain grouillait déjà d'activité. Les gilets jaunes circulaient entre les appareils immobiles comme des abeilles piquant l'aube, et un tracteur de remorquage se frayait un chemin le long du bord droit du navire. À l'avant, 2 chasseurs Super Hornet attendaient, ailes repliées et verrouillées, tuyaux de ravitaillement suspendus dans l'air, prêts pour le prochain cycle de catapultage. Au cœur du navire, enfoui dans ce labyrinthe d'acier et de coursives, le centre d'information de combat suivait tranquillement le trafic maritime et aérien environnant, savourant les dernières minutes de calme avant l'aube complète. Puis, une seule voix traversa le réseau tactique, et ces quelques mots suffirent à transformer la routine en une vigilance tendue comme une lame. 3 chasseurs rapides, 3 contacts à 38 degrés, à basse altitude, en approche rapide. Personne sur la passerelle ne manifesta la moindre panique, car ce n'est pas à la panique que s'entraînent les équipages des porte-avions américains. On les entraîne à la précision. L'officier de pont se tourna vers l'écran de répétition tactique et vit 3 symboles apparaître sur le bord de l'affichage, d'abord faible, puis stable, se déplaçant à une vitesse inquiétante, bien supérieure à celle des patrouilles de routine habituelles et à une altitude bien plus basse que ne l'exigeraient des vols ordinaires. Aucun identifiant électronique, aucune réponse à l'interrogation radar, aucun contact sur aucune fréquence. Le groupe aéronaval maintint son cap pendant 2 secondes exactement avant que l'ordre ne tombe calme et net. Déclarez l'alerte renforcée, suivez-les jusqu'à l'approche. Dans le centre d'information de combat, le coordinateur de guerre aérienne se pencha vers sa console tandis que de nouvelles données affluaient depuis l'avion de guet aérien E-2 Hawkeye qui patrouillait plus au sud au-dessus du golfe. L'image se précisa immédiatement. 3 appareils aux allures militaires, en formation resserrée, perdant légèrement de l'altitude à l'approche, sur une trajectoire qui n'était pas parallèle au groupe de frappe, mais dirigée droit vers lui. Une autre voix, plus froide encore que la première, confirma ce que tout le monde dans la salle soupçonnait déjà. Il s'agissait vraisemblablement de chasseurs iraniens. Sur le pont d'envol, les changements furent discrets, mais immédiats. L'officier de manœuvre stoppa les opérations et ordonna au personnel de maintenance de s'éloigner des zones exposées. Les équipes anti-incendie se déplacèrent vers leur poste de préparation. Les manutentionnaires de munitions s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Au loin, le grondement des réacteurs enflait, non pas depuis le pont lui-même, mais depuis quelque part au-dessus de l'eau, à l'est. Depuis l'aileron de passerelle, le commandant scruta l'horizon où l'on ne distinguait encore qu'un mince ruban de lumière pâle au-dessus du détroit d'Ormuz et le reflet métallique et terne du matin sur l'eau. Derrière lui, le haut-parleur tactique reprit « La distance diminuait. Les contacts n'étaient plus qu'à 82 000 à haute vitesse. Les destroyers assurant la protection du groupe aéronaval avaient déjà anticipé la situation. Leurs radars Aegis suivèrent les cibles, leur géométrie d'interception se calculait déjà
et chaque poste de commandement de la formation résolvait la même équation sous un angle différent. Personne ne prononçait encore le mot « attaque », mais le porte-avions ne fonctionnait plus en mode de transit routinier. Il évoluait désormais dans une fenêtre étroite où chaque seconde comptait et où chaque décision pesait. 2 minutes après la première alerte, le Hawkeye transmit une image claire montrant l'un des appareils prenant légèrement de l'altitude au-dessus des 2 autres, tandis que la formation s'étirait. Le duo de tête restait bas, fendant l'air chaud juste au-dessus de la surface de la mer, exploitant le fouillis radar de surface pour brouiller l'image et réduire le temps d'alerte, tandis que le 3e appareil demeurait en retrait plus haut, net et dégagé, comme un œil surveillant une frappe et la guidant. Dans le centre d'information de combat, un observateur décrivit précisément ce qu'il voyait. Une formation scindée, 2 appareils bas, un haut, et cela évoluait, s'était délibéré. Un canal passerelle à passerelle s'ouvrit sur la fréquence internationale d'urgence, avec un message calme mais sans ambiguïté. Appareil militaire non identifié approchant la formation navale des États-Unis en eau internationale. Ceci est un navire de guerre américain. Faites connaître vos intentions immédiatement. La réponse fut le silence. Le message fut répété, avec le même résultat. Rien d'autre que le léger bourdonnement électronique d'un canal ouvert et l'effondrement continu des distances, tandis que les 3 contacts poursuivaient leur approche sans le moindre accusé de réception ni la moindre explication. Sur le pont d'envol, un chef d'équipe leva la tête au moment où une première forme apparut au-delà de la proue. Petite, sombre, rapide, à peine visible, avant de disparaître dans l'éblouissement et les reflets. Puis une seconde surgit, plus loin, plus bas, fendant l'eau avec difficulté. Plus personne ne doutait de leur identité. C'étaient bien 2 chasseurs iraniens. Le navire ne déviait pas, ne rompit pas sa formation, ne céda pas à la confusion, car ce n'est pas ainsi qu'un porte-avions américain répond à la pression. Il répond par la maîtrise. Arrêtez les opérations exposées sur le pont, préparez les systèmes défensifs, redéployez les patrouilles de protection aérienne. Très haut au-dessus du porte-avions, 2 chasseurs américains déjà en vol amorcèrent un virage serré vers la formation tandis qu'un destroyer, plus loin, resserrait sa veille radar et actualisait des calculs d'armement dont il n'aurait peut-être jamais besoin. Car c'est exactement pour cela que le groupe de frappe avait été conçu. Observer d'abord, identifier vite, répondre sans céder au chaos. 1 minute plus tard, l'un des chasseurs iraniens de tête descendit se stabiliser à une altitude encore plus basse, accélérant d'un geste dont le sens ne prêtait à aucune confusion, pointant son nez non plus vers le large, mais vers le quart avant du porte-avions. Dans le centre d'information de combat, chaque écouteur retint son souffle une fraction de seconde, avant qu'une tonalité d'alerte ne rompe le silence. Un balayage radar venait de traverser le porte-avions. Ce n'était pas une recherche large, c'était plus étroit, plus concentré. L'opérateur de guerre électronique se tourna vers son superviseur et dit d'une voix plate : « Nous recevons des émissions.
Un autre balayage frappa, plus long cette fois, et l'opérateur ajouta sans hausser le ton, probablement un mode de poursuite. Sur la passerelle, le commandant ne quitta pas l'horizon des yeux. « Il nous identifie », dit-il calmement. « Ne rompez pas la position. » En contrebas, l'équipage du pont restait à son poste, casques inclinés vers le ciel, écoutant le vrombissement des moteurs qui montaient depuis l'eau. Régulier et croissant, le premier chasseur approchait directement, le second glissait vers la droite du porte-avions, le troisième restait en retrait, plus haut, exactement là où un contrôleur ou un observateur voudrait se tenir. Ce n'était pas un passage aléatoire, c'était une approche construite, une intention derrière chaque mouvement. 1 minute encore, et un chasseur iranien traversa la brume matinale, poussant vers le groupe aéronaval à vitesse d'attaque. Dans le centre d'information de combat, une nouvelle alerte s'afficha simultanément sur tous les écrans. Le premier chasseur iranien ne se contentait plus d'approcher. Il s'engageait sur une trajectoire d'attaque. Depuis l'aileron de passerelle, l'appareil devenait visible à travers la brume, silhouette sombre et compacte rasant la surface de l'eau, nez fixe, vitesse croissante. Plus loin sur la droite, à un angle plus large, le deuxième chasseur commençait à décrire une courbe vers la position, tandis que le troisième restait haut, à distance conservant juste assez d'altitude pour suivre l'ensemble de la géométrie. 3 appareils, 3 angles, une seule cible. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'écran tactique parlait par éclats silencieux et rapides, affichant distance, azimut, altitude, taux de rapprochement. Les chiffres s'effondraient chétique vite. Le premier contact n'était plus qu'à 46 000. Le deuxième manœuvrait latéralement. Le troisième maintenait sa couverture haute. Personne n'avait besoin de mots, car personne n'en avait besoin. Sur la passerelle, le commandant garda sa position inchangée, main posée sur le bastingage, regard droit devant, tandis que la voix du coordinateur de guerre aérienne résonnait sur le réseau. La configuration de la formation confirme l'intention. Ce n'est pas un survol, c'est une géométrie de pression. Le groupe aéronaval se déplaça exactement comme il avait été entraîné à le faire. L'un des destroyers de tête s'écarta légèrement, élargissant son angle défensif. Un autre resserra sa position derrière le quart droit. Un croiseur de classe Ticonderoga, en arrière, verrouilla son radar sur les 3 contacts et diffusa des trajectoires affinées sur le réseau. Les systèmes agissent, restent en éveil total à travers la formation, résolvant les séquences d'engagement à la fraction de seconde près, les cellules de lancement verticales demeurant fermées pour l'instant, mais chaque navire sur l'écran prêt à tirer. 1 minute après la dernière transmission, le canal d'urgence s'ouvrit de nouveau, avec un message calme et ferme. Appareil militaire iranien approchant la formation navale américaine. Vous approchez de manière dangereuse. Changez immédiatement de cap. Le message fut envoyé en anglais, puis répété sur la fréquence militaire internationale. Aucune réponse, aucun appel, aucun accusé de réception, aucun avertissement de leur part. Rien que le silence et la vitesse. Sur le pont d'envol, la transformation était achevée.
Les véhicules de remorquage avaient quitté les allées. Le personnel exposé avait été rappelé. Les équipes anti-incendie s'abritaient derrière des positions protégées. Les manutentionnaires de munitions se tenaient à l'ombre de l'îlot, casque levé vers le ciel, écoutant le grondement des moteurs croître au-dessus de l'eau. Au-dessus d'eux, les capteurs de l'îlot suivaient chaque mouvement, chaque balayage, chaque seconde d'approche. Dans le centre d'information de combat, l'opérateur de guerre électronique se raidit. Les émissions reviennent. La pièce entière se resserra autour de cette phrase car le premier balayage avait été bref, le deuxième plus insistant, le troisième s'était prolongé pas longtemps qu'un simple radar de recherche ne l'aurait justifié. Le chasseur de tête réduisait la largeur de son faisceau, un comportement typique d'un radar de conduite de tir. Cela ne poussa pas la salle vers la panique, mais vers la discipline. Un officier ordonna « Enregistrer l'horodatage », enregistrer chaque émission, archiver la signature, car c'est là l'autre visage d'une confrontation en mer. Chaque geste agressif est aussi une empreinte. Chaque balayage, radar. Chaque impulsion de communication, chaque angle d'approche, tout cela devient donné. Plus les chasseurs iraniens se rapprochaient, plus ils révélaient, mais cela importerait plus tard. Ce qui comptait maintenant, c'était la distance. Le contact de tête n'était plus qu'à 33 000. Le chasseur le plus proche du porte-avions descendit encore, jusqu'à sembler, depuis la passerelle, disparaître dans l'éblouissement entre les crêtes des vagues. Le deuxième chasseur s'élargit davantage vers la droite du porte-avions, se positionnant non pas derrière le premier, mais assez décalé pour disperser l'attention et forcer les escortes extérieures à calculer 2 axes d'attaque possibles à la fois. Le troisième restait en altitude, à l'écart de la portion la plus dangereuse, observant, relayant, guidant. 1 minute plus tard, les 2 chasseurs américains, déjà en vol en patrouille de protection aérienne, revinrent sur la scène, virant brusquement vers le groupe de frappe après avoir été réorientés en plein virage par le Hawkeye. Ils restaient à quelques minutes encore, mais n'étaient que plus loin, et leur retour changeait la donne pour tout le monde, car les Iraniens le savaient aussi, tout comme le porte-avions. Un destroyer de tête signala des solutions de tir confirmées sur les 2 contacts bas. Un autre confirma le suivi ininterrompu de l'appareil en altitude. Dans le centre d'information de combat, un officier des procédures tactiques revoyait déjà les fenêtres d'interception possibles, au cas où un missile serait tiré. Aucun tir, encore. Aucune munition engagée. La même discipline américaine. Pas d'escalade en premier, mais une préparation totale pour y mettre fin si l'autre camp prenait l'initiative. Le chasseur iranien de tête reprit légèrement de l'altitude pour stabiliser sa trajectoire, puis rabaissa le nez vers le quart avant du porte-avions. Ce petit ajustement racontait toute l'histoire. Il ne manœuvrait pas au hasard. Il se préparait. Sur la passerelle, un officier de veille formula ce que tous pressentaient déjà. Il se prépare à foncer. Le deuxième chasseur répondit aussitôt en resserrant sa courbe sur le flanc droit, pas assez près pour frapper, mais assez pour forcer les escortes à diviser leur attention.
L'appareil en altitude restait exactement là où le contrôleur voulait qu'il soit. S'il coordonnait le minutage, ce n'était plus de l'intimidation par la présence. C'était un schéma d'attaque. Sur la fréquence internationale, une dernière transmission partie. Appareil militaire iranien, changez de cap maintenant. Votre posture est dangereuse et s'aggrave vis-à-vis des forces navales américaines. Rien en retour. Seulement le chasseur de tête descendant sur une ligne plus nette, plus rapide, nez fixe, altitude tranchante comme une lame, trajectoire verrouillée vers le groupe aéronaval. Le ciel entier semblait s'être resserré en un seul point. Dans le centre d'information de combat, l'image radar se resserra elle aussi. L'écran clignotait de nouveau, puis un nouvel appel coupa l'atmosphère de la salle, radar de conduite de tir probable. Le chasseur de tête maintenait son engagement. Quelques secondes passèrent avant qu'une alerte tombe, qui ne ressemblait pas à de la panique, mais à une confirmation. Verrouillage, verrouillage. Le contact de tête est passé en mode de poursuite serré. Puis un instant après, tir probable. Sur la passerelle, personne ne demanda ce que cela signifiait, car tout le monde le savait déjà. Le chasseur iranien de tête avait cessé de feindre, il n'exerçait plus une simple pression. Il exécutait, volant bas au-dessus de l'eau, nez fixé sur le quart avant du porte-avions. Il maintint sa ligne juste assez longtemps pour achever son passage d'attaque. Puis, en une fraction de seconde, sa silhouette changea, un détail minuscule, presque invisible si l'on ne le cherchait pas déjà. L'arme venait de quitter la plateforme. Missile lancé, un intrus rapide venant du chasseur de tête. L'appel traversa instantanément chaque canal du groupe de frappe. Et toute la formation réagit avant même que les mots ne s'achèvent. Devant le porte-avions, le destroyer le plus proche n'hésita pas. Son système Aegis avait déjà résolu l'équation d'interception. Les capots s'ouvrirent, un missile jaillit verticalement vers l'aube naissante, puis vira brusquement vers la cible, moteur traçant une ligne blanche incandescente sur le ciel pâle. Derrière le radar du destroyer d'escorte resserrait son emprise, vérifiant la qualité de son suivi sur l'arme entrante, sur les 2 chasseurs iraniens restants et sur le porte-avions lui-même. Ce dernier ne sombra pas dans le chaos, il se resserra. L'équipage du pont se plaqua derrière des positions protégées. Les équipes anti-incendie se baissèrent. L'officier de pont maintint sa trajectoire 1 seconde mesurée avant d'amorcer un changement de cap contrôlé, minime et délibéré, suffisant pour compliquer la géométrie de l'arme entrante sans plonger la formation dans le désordre. C'est là toute la différence entre la panique et l'entraînement. L'une brise la structure, l'autre la préserve sous le feu. Quelques instants après le tir, le volet électronique s'activa comme un second système nerveux à travers le groupe de frappe. Le brouillage se déploya vers l'extérieur. Les leurs furent armés. Les équipes de contre-mesure se tinrent prêtes pour l'ordre suivant. Sur les destroyers, les équipages de défense rapprochés suivaient la ligne entrante avec la froide concentration d'un exercice répété sans faute. Chaque écran affichait désormais le même problème. Une arme unique, filant au-dessus de les surfaces à vitesse destructrice, se rapprochant.
Au-dessus de la formation, les deux chasseurs américains revenus de patrouille reçurent le toadiel l'autorisation immédiate d'intervenir. Mais ils ne foncèrent pas vers le missile. Ils foncèrent vers celui qui l'avait tiré. Le premier vira vers le chasseur iranien de tête depuis l'arrière gauche haut. Le second s'écarta pour couper la route au chasseur de droite qui accompagnait l'assaut par le flanc. Quant au troisième appareil iranien, resté haut et décalé, il devait maintenant choisir, rester en position de contrôle ou rompre pour survivre. Et cette décision arrivait déjà trop tard. En dessous, au niveau de la mer, les premières secondes d'interception touchaient à leur fin. Le destroyer engageait et personne sur la passerelle ne vit distinctement l'impact, tant tout se déroula vite et à très basse altitude. En une seconde, il y eut une ligne blanche rigide filant sur l'eau. L'instant suivant, une explosion lumineuse juste au-dessus de la surface, une fleur violente de flammes et de débris, suivie d'une gerbe s'élevant dans l'air matinal comme un mur de verre brisé. Une cible abattue. Une cible abattue. Le premier missile entrant venait d'être détruit. Il n'y eut pas d'acclamation, pas encore, car un autre problème surgit aussitôt. Le deuxième chasseur iranien resserrait son angle sur le flanc droit, forçant les escortes à évaluer une possible attaque de suivi. Pendant un bref instant critique, le groupe de frappe combattait sur deux fronts à la fois, le champ de débris de la première interception retombant vers la mer et la possibilité que le second chasseur soit entré en zone de tir. Deux nouvelles émissions venant du chasseur de droite attirèrent toute l'attention. Le radar du destroyer sur le flanc droit du porte-avions pivota et ouvrit une nouvelle solution de suivi. L'escorteur arrière ajouta une couche supplémentaire et le Hawkeye au-dessus de tous continuait d'alimenter une image nette et continue, réunissant chasseurs, navires, radars et intentions en une seule carte mouvante. C'était précisément ce que les Iraniens étaient venus briser. Et précisément ce qu'ils échouèrent à briser. Une minute après l'interception, le deuxième chasseur descendit, mais pas proprement. Sa trajectoire n'était plus stable. Le premier chasseur américain de patrouille se plaçait déjà en position arrière, assez proche pour maintenir la pression, assez loin pour garder le contrôle. Aucun missile ne partit, aucun tir de sommation ne fut nécessaire. Le pilote américain n'avait pas besoin de démontrer sa position. La vitesse suffisait. Le message suffisait. Vous avez eu un tir, vous n'en aurez pas un second. Le chasseur iranien de droite rompit brutalement sa trajectoire, virant loin du groupe aéronaval, glissant bas sur le bord de la formation, tentant de se retirer sans révéler complètement son repli. L'appareil en altitude tarda une seconde, puis perdit lui aussi la position distincte qu'il maintenait depuis la première approche. Il vira à gauche, descendant de son altitude, ne contrôlant plus la géométrie, mais tentant d'y échapper. Seul le chasseur de tête, celui qui avait tiré, resta droit un instant de plus, et cet instant racontait toute l'histoire. Il n'attaquait plus. Il fuyait. Le premier chasseur américain resta verrouillé derrière lui, resserrant l'angle sans jamais franchir la limite, tandis que le second chasseur de patrouille
occupait l'espace que le chasseur de droite venait de libérer. En dessous, chaque escorte du groupe de frappe maintenait un suivi de haute qualité sur les 3 appareils. Car si l'un d'eux inversait sa trajectoire, la réponse serait immédiate. 43 secondes après la première interception, les derniers fragments du missile détruit frappèrent la surface de la mer derrière les formations. Le porte-avions continuait de se déplacer, son pont marqué par la tension seule, non par un impact. Ses escortes restaient en formation. Ses chasseurs survolaient désormais la menace au lieu de foncer vers elle, et les hommes qui avaient lancé l'attaque venaient de perdre le seul avantage qu'ils possédaient. Dans le centre d'information de combat, le coordinateur de guerre aérienne regarda le tableau et rendit son verdict d'une voix égale. L'Iran a tiré en premier. L'attaque a échoué. Toutes les unités maintiennent la pression. Au-dessus du détroit d'Ormuz, la géométrie s'était complètement inversée. Le groupe aéronaval ne cherchait plus à éviter le coup. Il retournait le piège. 1 minute après la fin de l'attaque, le danger persistait encore au-dessus du détroit. Les 3 chasseurs iraniens demeuraient en vol, armés à l'intérieur d'un champ de bataille qu'ils ne contrôlaient plus. 2 minutes auparavant, ils arrivaient en assaut coordonné, bas, tentant de comprimer le temps. Désormais, la géométrie navale américaine s'était retournée. Ce n'étaient plus les Américains qui réagissaient à leur tempo, c'étaient les Iraniens qui réagissaient à la possession américaine. Dans le centre d'information de combat, l'écran tactique changea entièrement de visage. La trajectoire du missile entrant avait disparu, consumé au-dessus de l'eau. À sa place, 3 contacts aériens s'éloignaient de leur trajectoire d'attaque initiale, chacun sur un vecteur légèrement différent, chacun contraint d'abandonner la ligne nette qu'il avait suivie jusque-là. Le chasseur de tête accélérait vers l'est. Celui de droite rompait vers le sud, celui en altitude descendait. Ils semblaient tenter de reformer leur dispositif. Le coordinateur de guerre aérienne ne quitta pas le tableau des yeux quand il dit « Ne les laissez pas se reformer ». Cet ordre traversa le groupe de frappe comme un courant filant dans l'acier même. Juste au-dessus du porte-avions, les 2 chasseurs américains possédaient désormais le ciel que les Iraniens avaient tenté d'utiliser. Le premier restait haut sur le quart arrière du chasseur de tête, assez présent pour menacer, assez éloigné pour garder le contrôle. Le second glissait plus bas, bloquant la route du chasseur qui avait rompu vers le sud après avoir perdu sa ligne offensive. Aucun des 2 pilotes américains ne se précipitait vers l'interception, car aucun n'en avait besoin. Il ne s'agissait plus de poursuite, il s'agissait de les encercler. Au niveau de la mer, les escortes conservaient la moitié basse du piège. Un destroyer devant le porte-avions maintenait un suivi radar solide sur les 3 appareils. Un autre, sur le flanc droit, se déplaçait légèrement pour élargir son parapluie défensif et interdire tout virage rapide vers la formation. L'escorteur arrière, froid et méthodique, alimentait une image continue et de haute qualité sur le réseau. Aucune faille, aucune confusion, aucune seconde chance. 1 minute plus tard, le chasseur de tête commit sa véritable première erreur depuis le tir.
Au lieu de poursuivre une sortie nette, il vira brusquement à gauche, tentant de se défaire du chasseur américain accroché à sa queue et de replonger vers le centre de la formation. Un geste exécuté sous une pression intense et bien trop lisible. C'était exactement ce que voulait la marine américaine. Le pilote américain ne combat pas par la vitesse, il combat par la position. Il conserve son altitude, coupe l'angle, contraint le chasseur iranien à descendre davantage vers la couche que les radars des navires suivent le mieux, réduisant d'autant son couloir d'évasion. Le mouvement était propre, calme, professionnel. Aucun bruit sur la radio, aucun tir de sommation, seulement une pression contrôlée sur l'espace aérien, jusqu'à ne laisser à l'appareil iranien que deux options: s'étendre au loin ou plonger plus profondément dans la zone mortelle. Il choisit la première. Le contact de Ted forçait son virage et s'étirait vers l'est. Le chasseur du Sud tenta une réponse différente, descendant bas au-dessus du miroitement de la mer, larguant des paquets de leurres. Non pas parce qu'un missile le poursuivait, mais parce que le pilote sentait la pression et voulait briser le rythme visuel. La logique d'un verrouillage brise n'importe quoi. Cela ne changea rien. Le deuxième chasseur américain conservait sa position hors de la zone de leurre. Ignorant la diversion, maintenant, le chasseur iranien à distance du flanc droit du groupe aéronaval. En dessous, le destroyer surveillant ce secteur ne perdit jamais le contact, car c'est précisément ce que les Iraniens échouèrent à comprendre. Un porte-avions américain n'est pas un navire isolé. C'est un réseau mobile de capteurs, de chasseurs, de radars et de nœuds de commandement qui se superposent jusqu'à ne laisser aucun endroit utile où se cacher. Une minute plus tard, le troisième appareil, resté haut et à l'écart pendant presque tout l'assaut, commit à son tour l'erreur fatale qui lui coûta le dernier avantage qu'il conservait. Il perdit sa position distincte et descendit, se dirigeant clairement vers les deux autres, tentant de reformer la formation pour une sortie ordonnée. Mais dès qu'il descendit, il révéla la seule chose qu'il avait su préserver jusque-là. La séparation, le Hawkeye le signala en premier, puis l'escorteur arrière, puis les deux chasseurs américains reçurent la même image actualisée. L'appareil de couverture haute n'était plus en couverture haute. Les mots étaient simples, mais leur effet ne l'était pas. L'un des chasseurs américains se déplaça légèrement pour marquer sa présence sur l'aile du chasseur descendant. Non pas une attaque, non pas une charge, juste assez de proximité et d'angle pour rendre le message limpide. C'est terminé ici. Le pilote iranien réagit immédiatement, redressant le nez, inversant son virage, reprenant de l'altitude. La tentative de rassemblement s'effondra avant même de s'achever. Dans le centre d'information de combat, le résultat était clair avant même que quiconque le formule. Les trois chasseurs n'étaient plus un paquet de frappes. C'étaient trois appareils séparés, chacun tentant, à sa manière, de fuir la même décision funeste. Une minute plus tard encore, le groupe de frappe resserra la pression une dernière fois. Aucun missile tiré, aucun combat aérien engagé, aucune charge décisive en combat ouvert.
Seulement des chasseurs américains au-dessus, des destroyers en dessous, un escorteur derrière et un Hawkeye au-dessus de tout, ne laissant aux Iraniens aucun espace pour reconstruire l'attaque avec laquelle ils étaient venus. Le chasseur de tête continua vers l'est, celui du sud s'éloigna davantage de la ligne du porte-avions, le troisième appareil resta en altitude, hésitant une seconde de trop, puis finit par virer avec les autres, et cette hésitation disait tout. Ils étaient venus chasser un porte-avions, ils repartaient dispersés. Au cœur de tout cela, le porte-avions poursuivait ses opérations intactes, générant sa puissance de combat, tandis que le ciel au-dessus d'Ormuz redevenait, une fois de plus, celui de la marine américaine. Quelques minutes à peine plus tard, le ciel au-dessus du détroit d'Ormuz n'était plus disputé. Il était fermement contrôlé. Non pas parce que les chasseurs iraniens avaient été détruits, non pas parce que le groupe aéronaval avait épuisé son arsenal, non pas parce que la mer était jonchée de débris. Rien de tout cela ne s'était produit. Ce qui s'était produit était bien pire pour les assaillants. Ils avaient échoué devant la formation. Le chasseur iranien de tête poursuivait sa route vers l'est à haute vitesse, ne représentant plus une trajectoire d'attaque, ne maintenant plus aucune ligne nette, ne faisant plus partie d'aucun paquet de frappes coordonnées. Le deuxième appareil restait bas et large vers le sud, séparé par la distance et la pression. Le troisième resta en altitude quelques secondes de plus, puis vira avec les autres, laissant s'effacer la dernière trace de la géométrie qu'il avait apportée avec lui. Dans le centre d'information de combat, l'écran tactique racontait toute l'histoire en symboles nets. 3 contacts hostiles, tous en train de s'éloigner, tous suivis, aucun en position de reprendre l'engagement. Maintenez le suivi. Poursuivez le contact. Préparez la reprise des opérations aériennes. Ce fut à cet instant précis que la balance devint évidente, sans ambiguïté possible. Le porte-avions avait été attaqué et le porte-avions continuait de catapulter ses appareils. Les 2 chasseurs américains au-dessus du navire ne se précipitèrent pas imprudemment derrière eux, ils escortèrent. L'un restait haut sur le quart arrière du chasseur de tête, maintenant la pression sans jamais franchir la ligne d'engagement. L'autre continuait à tenir la route sud, s'assurant qu'aucun pilote iranien ne songerait à une dernière charge désespérée. L'orbite du Hawkeye restait stable, alimentant une image continue à chaque navire de la formation, tandis qu'en dessous, destroyers et escorteurs conservaient un suivi radar de haute qualité sur tous les appareils. Chaque changement de cap enregistré, chaque virage archivé, chaque émission captée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la domination par le contrôle. Sur le pont d'envol, la transition prenait tout son sens. Les chefs d'équipage se remirent en mouvement les premiers, puis les manutentionnaires, puis les gilets jaunes. La pause qui avait débuté au moment où le missile avait quitté sa plateforme s'acheva. Les équipes de catapultes reprirent à leur poste, le tracteur de remorquage se remit à circuler. L'officier de manœuvre, de ses bras, guida un appareil en attente vers la ligne de circulation, avec une précision rodée
et posé. Les équipes anti-incendie restèrent à leur place, mais le climat avait changé. Le pont n'était plus figé dans l'attente d'un impact. Il se régénérait pour produire de la puissance de combat. Et cette image comptait plus que n'importe quelle explosion, car c'était précisément là le cœur de toute l'attaque. Les chasseurs iraniens n'étaient pas venus simplement pour tirer un missile. Ils étaient venus pour briser le rythme du porte-avions, geler le pont, imposer le chaos, prouver que même un lac américain à Hormuz pouvait être déstabilisé. Et ils échouèrent à tous les niveaux. Le premier équipage annonça sa disponibilité pour le catapultage. La passerelle resta calme. Le commandant ne prononça aucun discours. Il n'en avait pas besoin. Il regarda l'horizon où les chasseurs iraniens se réduisaient dans la distance et fit un bref signe de tête vers l'indicateur d'état du pont d'envol. Reprenez le cycle. Cet ordre pesa plus lourd que n'importe quelle menace radio, car quelques instants plus tard, la vapeur siffla. Un chasseur américain s'élança le long du rail de catapulte et bondit dans le ciel du matin, puis un autre. Non pas en repli, non pas dans la panique, non pas comme un décollage d'urgence, mais comme un simple élément d'un rythme de catapultage retrouvé. Et c'était là la véritable réponse. 3 chasseurs iraniens avaient attaqué un porte-avions américain à Hormuz et quelques minutes plus tard, ce même porte-avions continuait à générer des sorties aériennes. Dans le centre d'information de combat, la phase post-attaque prenait déjà forme dans les bases de données. Les équipes de guerre électronique repassaient les balayages radars de l'approche iranienne, isolant le moment exact du comportement du radar de conduite de tir, marquant la position du lancement du missile, archivant le schéma de la formation scindée. Les officiers des communications relevaient l'absence de tout appel d'avertissement, le silence sur la fréquence internationale, la seconde précise où l'attaque était passée de l'intimidation au tir. Des spécialistes du renseignement étudieraient tout cela plus tard en détail. Comment les Iraniens s'étaient approchés, comment ils s'étaient séparés, comment ils avaient coordonné leur action, où ils avaient hésité, quand ils avaient rompu. Et c'était là la seconde défaite. La première avait été tactique, la seconde durable. Car chaque geste agressif qu'ils avaient commis faisait désormais partie d'une base de données américaines. Le chasseur de tête en patrouille de protection signala que les appareils iraniens continuaient de s'éloigner sans inversion de trajectoire, sans tentative de regroupement, sans nouvelle charge. Le contact du sud restait séparé. L'appareil resté en altitude n'était plus qu'un symbole reculant de plus sur un écran saturé de certitude américaine. La formation n'avait jamais perdu sa cohésion. Le porte-avions n'avait jamais perdu son pont. Les escortes n'avaient jamais perdu leur image commune. Et les hommes venus provoquer le choc n'avaient réussi qu'à s'exposer. Sur l'aileron de passerelle, le matin redevint enfin un matin ordinaire. La lumière du soleil fendait l'eau, le sillage des vagues se stabilisait en longues traînées blanches derrière les navires.
Le détroit restait étroit et dangereux, l'un des passages maritimes les plus tendus du monde. Mais dans cette fenêtre de 8 minutes, la question de savoir qui le contrôlait avait reçu une réponse claire, sans ambiguïté, non par un discours, mais par une performance. Aucune grande annonce de victoire ne suivit, seulement des procédures, des registres mis à jour, des trajectoires à archiver, des patrouilles de protection ajustées, un cycle de ponts retrouvés. Et c'est ainsi que la marine américaine referme une bataille qu'elle refuse de laisser la déstabiliser, non pas dans le bruit, mais dans la continuité. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus frappant. Les pilotes iraniens étaient venus persuadés qu'ils allaient changer le cours de cette journée. Ils l'ont changé, en effet, simplement pas en leur faveur. On pourrait se demander, en repensant à ce 8 minutes suspendu entre le silence et le feu, ce qu'on aurait ressenti soi-même à la place de ces marins postés sous l'îlot, casque levé vers un ciel qui grondait sans répondre à aucun appel. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette attente disciplinée, ce moment où l'on choisit le contrôle plutôt que la peur et l'on se demande si, face à un silence aussi obstiné venant de l'autre camp, la retenue reste toujours la bonne réponse ou si elle a, elle aussi, ses limites.